Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette nouvelle vidéo. Et bien des questions-réponses de l'apiculture, les amusettes du mercredi. Écoute, j'espère que tu vas bien si tu souhaites avoir plus d'informations sur tout ce qui peut être plantes mellifères, utiles aux abeilles toute la saison, c'est en dessous dans la description. Je te laisse aussi aller voir en dessous dans la description tout ce qui va être formation et information dans lequel en plus tu peux avoir une prise en charge, que ce soit Vivea, des OPCO, FIPL, des FA, enfin bref, plein de choses. Voilà, tu peux aller voir en dessous et si besoin, nous contacter. Et on va lancer le jingle et on va attaquer les questions. Je te rappelle aussi que si tu as envie d'un petit peu de diversifier tes revenus et que tu as envie de transmettre ta passion de l'apiculture, que ce soit sur des ateliers à la demi-journée ou à la journée, tu peux nous contacter en fonction de là où tu es situé. On va étudier le projet et tu pourras rejoindre les villes déjà existantes comme Paris, Bordeaux, Toulouse, Orange, Lille, enfin voilà, différents points en France. Et pareil, si tu as envie d'être accompagné sur l'ouverture d'un point de vente, la fabrique qui pique, écoute, tu seras le bienvenu pour rejoindre l'équipe. Première question de Stanislas Gilbert 912 qui me dit « Bonjour, merci pour les informations. Est-ce possible de nous expliquer dans une future vidéo le processus de récolte du miel jusqu'à la mise en pot ? Je ne comprends pas très bien pourquoi il y a la vente des biens de maturateurs. Personne n'en parle, merci. » Alors écoute, on va prévoir une vidéo là-dessus, mais en tout cas, les maturateurs, sache que quand tu extrais ton miel va dans un maturateur pour tout simplement le laisser décanter, parce que quand tu vas extraire le miel, tu vas avoir une adduction d'air qui va être à l'intérieur avec plein de petites bulles. Tu peux aussi avoir des petites paillettes de cire. Tu peux des fois, malheureusement, qui sait, avoir un petit morceau d'abeille à l'intérieur, tout ce genre de choses. Et le fait de le mettre en maturateur, pendant une semaine, 10 jours, en fonction du type de miel, tout ça, ça va remonter. Et dans ton maturateur, ça va faire une écume sur le dessus. Ce qui fait que toi, quand tu vas ouvrir ton couvercle, si tu es sur un maturateur plastique par exemple, et qu'après tu ouvres pour mettre ton miel en pot, ton miel il va sortir clean, sans bulles, sans rien du tout en fait. Et là, tu peux le mettre en pot. C'est pour ça que le miel passe en maturateur. Okay. Après, sur une autre version plus professionnelle, des fois, il ne passe pas forcément en maturateur. Il est mis directement en fût pour être conditionné ou conditionné des fois même quasiment automatiquement. C'est assez rare, mais ça peut se faire. Le miel, il est filtré, double filtré, triple filtré pour que directement, il sorte clean au bout de la chaîne, direct dans le conditionnement. Voilà, tout simplement. Mais on va prévoir une vidéo là-dessus. Deuxième question de Christian Plisson 6100 sur la vidéo comment diviser une ruche d'Adam sans rechercher la reine, qui me dit « Bonjour, merci de vos conseils, mais peut-on faire une division fin juin? J'ai une ruche très forte et une de vide, merci. » Oui, tu peux potentiellement faire une division fin juin, voire même jusqu'à mi-juillet. Il faut qu'il y ait encore des mâles en fait, à proximité de ton rucher pour pouvoir faire la fécondation d'une jeune reine. Okay. Maintenant, moi personnellement, je vais même faire des essaims là jusqu'à quasiment août-septembre. Pourquoi? Parce que j'ai des reines fécondées qui attendent dans des petites ruchettes, des nucléi ou voilà, ce genre de choses, et que je vais peupler et garnir, agrémenter lorsque je vais faire l'équilibrage pour l'hivernage et le pré-hivernage, lorsque je vais faire l'équilibrage des ruches avec des cadres qui vont aller à droite, à gauche en fonction du couvain, de la nourriture, du pollen. Voilà. Donc il faut prévoir sinon une reine fécondée, mais tu peux tout à fait le faire. Troisième question, sur la même vidéo de Marc qui me dit « Merci pour ce partage. As-tu une vidéo à conseiller pour reconnaître un couvain de mâles d'ouvrières, une cellule de gelée royale, etc. » Bref, la base. Là, comme ça, non, j'ai pas tout de suite de vidéo à te conseiller, mais pareil, on va essayer d'en prévoir une. Je pense qu'on va appeler ça lecture de cadre, comment reconnaître du couvain, du pollen et du miel. Donc, reste attentif aux prochaines vidéos, on va essayer de te prévoir ça. Quatrième question de la chaîne 321 sur la vidéo utilité du cadre à jambage. Bonjour, dans quel sens mettez-vous le cadre dans la ruche, le bas du jambage vers l'entrée ou à l'opposé? Cordialement. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire,
on s'en fout un peu en fait. Moi, j'en mets dans n'importe quel sens et dans tous les sens, ça fonctionne. L'abeille, elle, ce qu'elle cherche, c'est un endroit de l'espace où construire, voilà, tout simplement. Donc que ça soit le bas du jambage à l'entrée ou à l'opposé, ça change absolument rien. Ne te prends pas la tête avec cette question. Il n'y a rien. La seule chose, c'est de donner de la place aux abeilles pour bâtir. Cinquième question sur bien la vidéo de la ruche kenyane épisode 3 de Rachid Boudjana. N'avez-vous pas remarqué que chez les abeilles en construction libre, l'œil hexagonal est à l'envers, contrairement aux fondations fabriquées, et que les larves en sortent au bout de seulement 16 jours, tandis que les larves des fondations fabriquées émergent au bout de 21 jours. Une grande différence. Plein de points d'interrogation. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, non, je n'ai pas fait attention à cette chose-là et encore moins sur l'émergence du couvain. Je ne vais pas vérifier plus que nécessaire, du moins les ruches. Donc si elles naissent à 16 ou à 21, j'ai envie de te dire, là, moi comme ça ne me change pas grand-chose, du moment que la colonie est en bonne santé, que tout est OK, qu'il n'y a pas d'essaimage, voilà. Moi après, ça me va. Après, pour 4 jours de différence, allez, 5, je ne me suis jamais posé la question et j'ai jamais fait attention, mais c'est bien de le relever et je vais essayer de regarder pour voir si les alvéoles ont une différence, mais il ne me semble pas, mais je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Sixième question, eh bien, sur la vidéo maladie des abeilles, 7 causes de transmission. Il y a Nassim qui me dit quelles sont ces maladies et quels sont les remèdes. Eh bien, les maladies, j'en parle à l'intérieur. Maintenant, les remèdes, il me semble que j'en parle aussi, mais je t'invite dans tous les cas, si tu constates une maladie, d'avoir un bon bouquin déjà sur les maladies. Okay, il y en a plusieurs que tu peux acquérir, mais un bon bouquin sur les maladies qui va te servir à identifier justement une maladie à la suite des différentes informations que tu auras appris à la lecture de tes cadres dans la ruche. Okay, donc voilà, il ne faut pas connaître toutes les maladies par cœur, mais il faut savoir reconnaître une anomalie dans une ruche lorsqu'il y en a une. Septième question de Aline Pierrefeu 3815 sur la vidéo pluie, froid et visite de ruche, un printemps de 3 petits points. Ça, c'est cette année. Bonjour Mathieu, merci pour tes vidéos. Ici, très peu de miel dans les hausses. Même sur le colza, elles ont tout mangé. C'est normal. Je voudrais le leur laisser pour la suite car ça va être trop de mielé. Comment leur donner et répartir sur les colonies qui en ont besoin? Puis-je mettre une hausse dessous avec quelques cadres de miel? Dois-je laisser vides les autres emplacements ou mettre des cadres vides? Des cadres de cire à étirer. Merci pour tes conseils, bonne continuation. Alors ce que tu peux faire, déjà dans un premier temps, c'est de ne jamais laisser d'emplacement vide dans ta hausse ou dans un corps de ruche ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, on a fait un short sur YouTube, hein, vous l'avez, et puis aussi sur Instagram. Ça, il faut absolument ne jamais laisser d'emplacement vide. Maintenant, si tu veux mettre de la nourriture issue des hausses aux abeilles, ce que tu fais, tu as ton corps de ruche. Au-dessus, tu viens mettre ton nourrisseur ouvert ou ton couvre-cadre ouvert, d'accord? Et tu viens mettre ta hausse avec la nourriture que tu veux que les abeilles mangent au-dessus. Comme ça, elles vont monter, ça va faire comme un nourrissement, elles vont tout désoperculer, elles vont récupérer le miel, le manger et le redescendre, ou le redescendre, si elles n'ont pas forcément faim. Et à ce moment-là, toi, tu viendras et tu auras une hausse, entre guillemets, vide. Maintenant, si elles ont envie de construire, ça leur laisse toujours la possibilité de monter, mais sans avoir trop de perdition de chaleur, parce que, j'ai envie de dire, quand tu mets une hausse au-dessus d'une ruche ou d'une grille à reine, forcément, tout de suite, il y a beaucoup plus de perdition de chaleur. C'est un volume plus gros à chauffer pour les abeilles, alors que là, forcément, c'est réduit. Huitième question de Didier Collet qui me dit sur la vidéo faire un essaim, diviser une ruche. Voir le mâle le 15 juillet, c'est une chose, mais il faut dire que diviser et attendre qu'elle fabrique des cellules, cela va prendre environ une vingtaine de jours avant qu'elle sorte pour la fécondation. Les mâles seront-ils toujours présents dans le rucher? Il me semble qu'il est moins risqué d'utiliser une reine fécondée. Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tout dépend de la région où tu vas te situer et tout dépend des colonies. Est-ce qu'elles ont encore des mâles ou pas à l'intérieur? Chaque année est différente, chaque région est différente. Même moi, ici, avec différents ruchers, il y en a qui vont avoir des mâles.
Il y en a d'autres qui en auront plus parce que forcément, il y a moins de stock de nourriture dessus. Voilà, il y a différents paramètres à prendre en ligne de compte. Alors oui, après, plus tu arrives vers fin juillet, plus il sera judicieux et simple, j'ai envie de dire, d'aller sur des rennes fécondées. Okay, maintenant, si tu as des ruches avec beaucoup de mal encore, tu peux toujours essayer à mi-juillet de faire une fécondation naturelle. Maintenant, c'est du cas particulier, okay, et c'est du cas par cas. Voilà, il faut vraiment regarder ce que vous avez, vous, autour de vous et de vos ruchers pour pouvoir le faire. Et pas juste écouter que ce soit moi ou d'autres personnes sur YouTube ou les réseaux sociaux qui vous disent « si, fais-le, c'est bon, t'inquiète pas ». Non, il y en a dans certaines régions où la nourriture c'est difficile déjà à partir de mi-juillet. Forcément les abeilles, si c'est difficile, elles vont chasser les mâles. Donc ça sert à rien de faire un élevage de rennes ou du moins de laisser une fécondation de rennes naturelle puisque il n'y aura plus de mâles pour la féconder, donc ça sert à rien. Dernière question de Sam Allison sur la vidéo, pareil, pluie, froid, visite de ruche de printemps de merde, bref. Avez-vous profité de traiter dans la mesure où il n'y a pas de couvain? Très concrètement, non, j'ai pas traité parce que tout simplement on pouvait pas ouvrir les ruches, voilà, avec la pluie et tout ça. Et du couvain, il y en avait de toute façon, même si les colonies n'étaient pas explosives et qu'on n'avait pas un couvain pareil de folie, il y en avait quand même. Donc après, sur cette période-là, on peut pas dire qu'il n'y avait pas de couvain. Donc, et puis c'est pas une période non plus où je n'ai profité pour traiter en plus. J'ai plutôt laissé les abeilles tranquilles. Elles étaient déjà assez en galère comme ça pour en plus venir traiter à ce moment-là. Donc non, pas de traitement pour moi sur cette période. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à poser tes questions en dessous de la vidéo des amusettes pour que je puisse y répondre soit la semaine prochaine ou la semaine d'après. Tu as toutes les infos en dessous dans la description, comme je t'expliquais au début de la vidéo. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!